Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. J'en vois qui arrivent encore un peu. On va leur laisser le temps de s'installer un peu dans le noir en espérant qu'ils ne tombent pas. On est tous ce soir réunis pour une belle cause, l'égalité économique femmes-hommes. Et lorsqu'on s'est vu la dernière fois, au mois de mai, il y a un certain nombre de personnes qui étaient présentes d'ailleurs, on vous annonçait avec Philippe que l'écart égalitaire entre les femmes et les hommes, au lieu de se résorber, était en train de se creuser. Je vais juste vous donner 2-3 chiffres. D'après une étude que publie chaque année le Forum économique mondial de Davos, en 2015, on nous annonçait qu'il fallait attendre 116 ans pour que l'égalité entre les femmes et les hommes soit efficiente sur toute la planète. En 2016, eh bien, en novembre, on nous annonce qu'il faut attendre 169 ans. Et la nouvelle étude est tombée en novembre dernier. Et alors là, le choc, il faut attendre 217 ans. Alors, vous comprenez bien qu'on s'est dit, on ne va pas attendre l'année prochaine pour faire un nouvel événement, on va en refaire un avant la fin de l'année et on va essayer, coûte que coûte, d'accélérer tous ensemble l'égalité économique femmes-hommes, d'autant plus que si, rien qu'en France, si on avait l'égalité au niveau des salaires de façon globale, cela générerait 62 milliards d'euros à l'économie française. Alors Philippe, à la tribune, on est un média engagé depuis longtemps pour l'égalité femmes-hommes. On va vous passer d'ailleurs les slides de toutes les unes récentes qu'on a publiées ces derniers temps pour vous montrer qu'on les met toutes à l'honneur, les entrepreneurs, les femmes politiques, les femmes de la société civile parfois également. Philippe, toi qui es à la tribune depuis quand même un certain nombre d'années, soutenir l'entrepreneuriat au féminin, c'est pas la première fois qu'on le fait, avec la tribune Women Awards aussi. À toi. C'est un engagement. Bonsoir d'abord, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un engagement de 10 ans, même 15 ans, j'allais dire peut-être même un engagement de toujours, mais c'est vrai que depuis 10-15 ans, sous l'impulsion des présidentes, puis du président de la tribune, on a porté ce sujet. Et je veux même vous faire une annonce ce soir. On a eu un séminaire de rédaction, il y a une semaine, pour se réunir, savoir un peu comment on allait aborder les sujets de l'avenir en 2018. On a écrit un manifeste des journalistes de la rédaction de la Tribune, et dans ce manifeste est formellement écrit que les journalistes de la Tribune s'engagent à promouvoir, aider, effectivement, comme l'a dit Valérie, mener ce combat. Cette cause, on aimerait qu'elle ne soit pas une cause, justement, et donc on a écrit explicitement que la parité, la diversité, ces questions, finalement, qui aujourd'hui pourraient sembler aller de soi, qui ne vont pas de soi, la presse économique, et la tribune, en tout cas, doit l'apporter. Alors, on a essayé de donner quelques exemples. Comment on fait au quotidien aussi ? C'est donner la parole aux femmes d'influence, aux femmes expertes, essayer de ne pas faire en sorte, en tout cas, qu'on n'ait pas que des hommes qui s'expriment et qui prennent la parole dans la tribune. Et puis, c'est aussi de s'intéresser à toutes ces questions économiques, parce que effectivement, si à l'échelle, allez, on va dire d'une génération, puisqu'on s'appelle The Next Generation, on arrivait à la parité homme-femme, ça serait une très bonne nouvelle pour l'économie française notamment, et pour les femmes, bien entendu. Alors Philippe, je rebondis sur une petite conversation qu'on a eue avant de venir. Figurez-vous qu'on est ici dans le théâtre de Sacha Guitry et que se joue en ce moment une pièce de théâtre qui s'appelle Faisons un rêve. Alors on s'est dit tous les deux avec Philippe qu'on allait faire un rêve ensemble. Et qu'on on voudrait quand même préciser que Sacha Guitry n'est pas vraiment le maître en matière d'égalité homme-femme, donc on veut pas du tout que vous le preniez comme ça. Mais ça se trouve qu'ici se joue Faisons un rêve. Donc, mais les artistes ne sont pas toujours... C'est vrai que normalement, je devrais être en robe de chambre, il y aurait ici un lit. Voilà, on ne dira pas ce que je devrais faire. On va passer directement au sujet suivant, Philippe. Donc, on a décidé, puisqu'on est toujours dans le rêve, et les rêves se réalisent quand on a envie qu'ils se réalisent, qu'on n'allait pas attendre 217 ans, on ne va pas attendre 200 ans pour que l'égalité soit efficiente sur la planète. Et non, donc on va faire le rêve, Valérie, que cette égalité soit atteinte d'ici... 10 ans. 10 ans. 10 ans, voilà. On va essayer, on est tous là ce soir pour justement accélérer tout ça ensemble. Et puis, écoutez, il y en a assez. Pourquoi nous, les femmes, on gagnerait 15,8% en moins que les hommes? Quelle drôle d'idée. Donc, on va faire un rêve aussi. Faisons le rêve d'atteindre l'égalité des salaires avant la fin de ce quinquennat. Exactement.
C'est un engagement, je crois, fort, puisque le président de la République a dit que c'était une grande cause nationale. Exactement. Et puis, malheureusement encore aujourd'hui, il n'y a pas de femme qui soit présidente directrice générale d'une entreprise du CAC 40. On a bien, c'est vrai, une directrice générale épatante, Isabelle Kocher, qui fait la une quelquefois de notre journal et qui nous répétait il n'y a pas si longtemps que le regard n'était pas habitué à voir des femmes patrons. Alors là aussi, on a un rêve, Philippe. Oui, c'est que le CAC 40 se divise en deux CAC 20, 20 dirigés par des femmes et 20 dirigés par des hommes. Voilà. Merci beaucoup pour ces rêves partagés, Merci Philippe. Valérie. Je vais poursuivre la soirée. Je te laisse rejoindre ta place plutôt de ce côté-là. Elle devait être avec nous ce soir, Hélène Darroze. Hélène Darroze qui a été une pionnière, bien sûr, dans son domaine, dans la gastronomie, la haute gastronomie. Elle est chef étoilée. Les circonstances que tout le monde connaît ici ce soir fait que, étant une proche du clan Hallyday, elle est à Saint-Barthélemy aujourd'hui. Elle est à la fois évidemment très très embêtée de ne pas être là, mais comment faire autrement que de soutenir les gens qu'on aime dans des circonstances pareilles. Hélène est très engagée depuis longtemps. Elle est la première, l'une des rares femmes à avoir été étoilée dans le milieu de la gastronomie, comme je vous le disais. Elle a reçu aussi le prix Veuve Clicquot de la meilleure femme chef du monde en 2015. Et je voudrais juste vous dire 2 ou 3 petites phrases qu'on s'est dites quand on a discuté ensemble. Elle m'a dit, quand j'ai reçu ce prix, beaucoup m'ont dit, mais comment ça se fait qu'il y a un prix pour les femmes? C'est pas normal, parce que c'est vrai, on ne pense pas que l'égalité ne soit pas encore du tout efficiente. Pourquoi tout ça se mélange pas dans la masse? Eh bien, dans ces cas-là, Hélène répond du tac au tac en disant, mais parce que dans la masse, on voit pas les femmes, elles n'existent pas. Il n'y a pas de femmes aujourd'hui qui soient assez visibles dans ce domaine-là, et il n'y a pas que ce domaine-là. Alors, ces conseils à Hélène, elle est très contente d'être une femme et elle revendique sa différence. Et bien évidemment, ce qu'elle avait envie de vous dire ce soir aux femmes, mais aussi les hommes qui sont là, qui sont à l'écoute, parce que je suis ravie que la salle soit mixte, mais plus particulièrement aux femmes, n'essayez pas d'être un mec, utilisez vos différences, soyez différentes, c'est pas parce que nous sommes différentes que nous sommes inégales. Voilà, je voulais juste quand même vous transmettre ce qu'elle nous avait dit. Vous pouvez relire son édito dans le supplément qui vous sera distribué tout à l'heure. Et puisque vous l'avez compris ce soir, nous avons envie de rendre les femmes visibles, plus que jamais visibles, et toutes les femmes, celles qui sont à la tête de grandes entreprises, mais celles qui développent des start-up. Nous allons démarrer la soirée avec une table ronde sur le sujet de la transmission, l'éducation et le mentorat. Je vous demande d'accueillir les participantes de notre table ronde. Merci à vous quatre d'être ici. Table ronde mixte, bien évidemment, puisqu'on ne le répétera jamais assez, c'est ensemble que nous pouvons changer le cours des choses. Alors on va démarrer avec vous, je vais vous demander de prendre le micro, Corinne, qui est ici. Corinne Cuisinier, vous êtes secrétaire générale de Grande École au féminin. Oui. Vous avez la particularité d'être ingénieur des mines ParisTech. Et vous avez, je crois qu'il fonctionne, il est au vert, et vous avez la particularité d'avoir fait votre carrière dans l'industrie lourde et à la tête de filiales spécialisées dans les minéraux industriels. Alors s'il y a bien quelqu'un qui est inspirant ici ce soir, c'est vous, et qui essayez toujours de casser les stéréotypes, c'est vous aussi. On vous écoute, Corinne. Alors, oui, personnellement, je considère que dans le management d'une manière générale, on utilise à 99,999% de son temps sa tête. La tête des femmes est aussi bien faite que celle des hommes, ni mieux ni moins bien statistiquement. Et donc, il n'y a aucune raison de se contraindre, de considérer qu'il y a des jobs qui sont pour les hommes. C'est pas vrai. On peut très bien être directrice d'usine. Moi, j'en ai nommé une. Mais je raconte volontiers que quand je suis sortie de l'école des mines, la première usine dans l'industrie de l'aluminium que j'ai visitée, il y avait un très sympathique responsable de production qui m'avait visité l'usine, mais au déjeuner qui a suivi, il m'a expliqué que quand même, c'était bien d'embaucher des femmes, mais que je ne pouvais pas faire son job.
Alors nous avons, voilà, on a essayé de discuter pour comprendre pourquoi je ne pouvais pas faire son job. Il ne m'a pas donné de raison qui m'ait convaincue. Et 30 ans après, il y a quelques années, dans une grande usine française de verre cette fois-ci, mais enfin c'est pas fondamentalement différent, j'ai eu exactement, copier-coller, hein, vous savez, comme dans les ordinateurs, la même discussion avec un responsable de production. Donc le sexisme ordinaire, c'est-à-dire le fait que les gens, dans leur tête, considèrent que les femmes ne peuvent pas faire certains jobs, ça existe malheureusement encore, mais pour toutes les femmes qui sont là, et ça ne rejette pas les hommes pour autant, votre tête est aussi bien faite que celle des messieurs, et il n'y a aucune raison de ne pas revendiquer le job que vous avez envie de faire. Après, vous pouvez ne pas avoir envie d'aller dans une usine, mais il y a plein de jobs qui sont extrêmement intéressants. Et d'ailleurs, c'est pareil pour un paquet d'autres fonctions, y compris dans les fonctions d'ouvrier, de technicien. Je dis volontiers que c'est plutôt plus pénible d'être caissière dans un grand magasin que de travailler à conduire une chargeuse dans une carrière. Ce qui est un job très masculin, alors que ça pourrait parfaitement être féminisé largement à 50%. Donc voilà, donc on peut faire une carrière dans l'industrie. Personnellement, j'ai choisi l'industrie parce que j'aime l'industrie. J'aime bien justement ces usines, la variété du travail qu'on a à y faire en termes de management, de sujets techniques, de sujets humains. Et il n'y a aucune raison de ne pas le faire si on a envie de le faire. Exactement. Alors vous êtes un modèle, comme on dit, inspirant aujourd'hui. Vous êtes engagé à Grande École au Féminin. Je suis engagée parce que justement, le plafond de verre, je l'ai vu à l'œuvre. J'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes qui sont venues m'expliquer qu'elles avaient été peu ou prou poussées, qu'on leur avait dit que quand elles avaient 2 enfants, elles étaient moins disponibles. C'est faux aussi, hein. Les études de Grandes Écoles au Féminin montrent que le temps de travail des femmes est équivalent à celui des hommes à fonction équivalente. Donc il n'y a aucune raison de considérer que les femmes sont moins disponibles. C'est un stéréotype de plus. Alors vous, quels conseils vous pourriez donner? Parce que vous avez un parcours assez étonnant justement dans ce secteur de l'industrie lourde. Alors je dirais, soyez vous-même. Hein, on peut très bien encadrer des équipes d'hommes, encadrer une usine, diriger une industrie en étant une femme. Il n'y a aucune raison de ne pas revendiquer sa féminité. On arrive à avoir d'excellentes relations avec les hommes et ça marche très bien. Et surtout, faites et revendiquez ce que vous avez envie de faire. Quand ça vous plaît, dites, moi, je veux ce job-là. Il n'y a pas de raison qu'on me le refuse sous prétexte que je suis une femme. Merci beaucoup Corinne. C'est l'occasion de donner le micro à Dominique Restineau. Et puisqu'on parlait aussi un petit peu d'éducation avec Grande École au Féminin, donc Dominique Restineau, vous êtes présidente de l'APCE-AFE et présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, mais pas que, puisque c'est vous qui avez importé le concept du mentorat en créant en 2007 l'Institut du mentorat entrepreneurial et en 2009 le MOVJ, le mouvement pour les étudiants et les jeunes entrepreneurs. Alors s'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler du mentorat en France, c'est vous. Qu'est-ce qu'un mentor? Qu'est-ce qu'un bon mentor? En quoi il est important pour booster quelqu'un qui crée son entreprise ou qui la développe? Et puis, quelle est la place des femmes dans tout ça? Moi, je connais déjà votre réponse, mais vous allez nous la donner à tous ici. Bonsoir, mesdames. Et bonsoir aux quelques messieurs que j'ai vus de loin dans la salle. Parce qu'il y en a. Alors je ne sais pas si c'était voulu qu'il n'y ait pas beaucoup d'hommes, ou c'est parce qu'ils n'osent pas venir. Peut-être qu'ils n'osent pas venir. Ouais. On a invité tout le monde. C'est une erreur. Comment dirais-je? Alors avant tout, je suis un entrepreneur. Parce que ma première entreprise, je l'ai créée, j'avais 24 ans. Aujourd'hui, ça commence à être un peu vieux pour créer des boîtes, mais à l'époque, c'était tout jeune. Effectivement, alors votre question très directement, le mentorat que j'ai importé du Québec effectivement il y a 12 ans, est un dispositif d'accompagnement d'un entrepreneur
à un autre entrepreneur, exclusivement un entrepreneur à un autre entrepreneur. Avec tout le respect que j'ai pour les grands dirigeants et parfois très très grands, il y a une reconnaissance entre pairs, entre entrepreneurs qui est différente, non pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres, c'est parce qu'ils vivent des choses que les autres ne vivent pas, notamment en termes d'investissement, investissement personnel, financier et de prise de risque qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, je dis simplement que c'est différent. Ce dispositif est un engagement libre, ce qui veut dire qu'un mentor et un mentoré se choisissent, volontaire, il faut qu'ils le veuillent, et totalement confidentiel. On ne sait pas ce qu'ils se disent. Le mentor n'a pas le droit, il a quelques restrictions, il n'a pas le droit d'investir dans l'entreprise de son mentoré jusqu'à 2 ans après la fin du programme, qui dure soit de 18 mois pour l'Institut du mentorat entrepreneurial, j'y reviendrai, soit 1 an, voire 2 ans au MOVJ. Un mentor ne donne pas de conseils. Je le rabâche depuis 12 ans. Un mentor n'a pas de réponse. Un mentor n'a que des questions. C'est très difficile. Je sais que c'est très difficile. Mais le fit doit fonctionner. C'est pour ça qu'il y a toute une organisation, une ingénierie de comités d'admission, d'aller chercher, de recruter des mentors dans certaines valeurs. Le mentor n'est pas du même secteur d'activité que son mentoré. Alors quand je dis n'est pas du même secteur d'activité, quand je prends l'informatique, il y a tellement de métiers dans l'informatique que ce n'est pas forcément le même métier. Et il doit comprendre le métier de son mentoré, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que le socle de la relation mentorale est la confiance et la bienveillance. Il ne peut pas être au conseil d'administration. Il n'a aucune responsabilité juridique. Il n'a qu'une chose qu'il fait, il donne de son temps avec bienveillance. Il ouvre les champs du possible. Juste avant d'arriver, je voyais un jeune entrepreneur du MOVJ qui arrête son entreprise et qui me parlait du mentorat. Et en plus, je ne savais pas qu'il était accompagné par le MOVJ parce que c'est des centaines et des centaines de jeunes qui sont accompagnés dans le programme de mentorat du MOVJ. Il me l'a dit à la fin. Le socle, c'est la confiance et la bienveillance. Et comme généralement, on n'arrive pas à dire forcément, alors oui, à son banquier, c'est pas toujours facile. À ses collaborateurs, c'est pas toujours facile, à son associé. Il y a un gros travail autour de l'association. Non pas qu'on n'ait pas envie, c'est qu'on n'arrive pas toujours à le dire. On arrive à dire à son mentor ce qu'on n'arrive pas à dire aux autres. C'est une relation qui doit être rythmée, et c'est au minimum 1 fois par mois. Il faut qu'il y ait de la régularité. J'ai souvent entendu « ouais, j'ai plein de mentors ». On n'a pas plein de mentors. On en a un parce qu'il faut creuser, rentrer dans la vie de la personne. On n'est pas sur le savoir-faire. Un mentor ne donne pas de conseils techniques. On est sur le savoir-être pour apporter cette ouverture et ce champ de vision dans la confrontation constructive et positive. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ce que je vous ai dit. Alors, vous pouvez aller sur le site du MOVJ ou de l'Institut du mentorat entrepreneurial. J'ai écrit un bouquin il y a quelques années avec beaucoup de témoignages de mentors et de mentorés qui expliquent assez bien la différence qu'il y a entre un conseil, un coach et un mentor. Bien évidemment, les chefs d'entreprise, puisqu'au MOVJ, par exemple, on a des centaines d'experts métiers qui, eux, peuvent ne pas être un entrepreneur, qui ont une expertise métier, parce que ces jeunes ont aussi besoin de conseils, mais pas parce qu'ils sont jeunes, parce que tous les entrepreneurs ont aussi besoin de conseils. Donc je ne suis pas du tout en opposition, mais c'est cette chaîne d'accompagnement et cette complémentarité qui est nécessaire. On travaille sur l'être humain, et on ne travaille pas sur l'entreprise, on travaille sur l'entrepreneur. Alors, j'aimerais quand même que vous puissiez terminer votre speech sur la place des femmes dans l'entrepreneuriat au féminin. Alors, comment vous dire? Vous me l'aviez très bien expliqué il y a 15 jours, c'était très fluide. Mais vous savez, il y a 15 jours, je pensais certaines choses, aujourd'hui peut-être que je pense autre chose. On a parlé tout à l'heure, je vais vous raconter quand même cette histoire. Tout à l'heure, je ne sais plus avec qui je parlais. En 2011, je faisais un grand événement, comme j'en ai fait la semaine dernière, avec l'Institut du mentorat entrepreneurial. Et j'ai vu arriver devant moi à peu près plusieurs personnes que j'ai vues en costume, avec des postiches. Voilà. C'était l'association la Garde.
La barbe. Voilà, la barbe. Ceux qui me connaissent depuis très longtemps, moi, dans mon entreprise, il y avait 70% de femmes. Donc l'entrepreneuriat au féminin ou le travail des femmes dans ma boîte, elles gagnaient au moins autant et très souvent beaucoup plus. Il y a certaines raisons à cela. J'ai été un petit peu surpris. Il a fallu que je jongle avec tout ça. En plus, j'avais des ministres et tout ça. Je me suis dit, ça y est, elles vont me foirer la soirée. Là. Alors moi, je ne connaissais pas la barbe, donc j'ai compris. Je les ai écoutés, je les ai laissés parler. Et je leur ai proposé, je leur ai dit que je faisais tout pour avoir plus de femmes. Alors, à l'IME, c'est focalisé sur les entreprises à fort potentiel de croissance. Donc, en 2007, j'ai décrété, mais j'avais plein de gens autour de moi, que les entreprises à fort potentiel de croissance, il fallait les définir. Donc, minimum au départ 2 bilans, 3 ans, minimum 1 million d'euros de chiffre d'affaires, minimum 10 salariés, avec un vrai projet de développement. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? On ne sait pas. Parce que la relation, c'est de savoir si on a besoin d'un mentor ou pas. C'est les comités d'admission que nous avons, d'engagement et tout ça, sont très différents. On regarde la personnalité des gens. Je leur ai proposé de venir le lendemain matin à mon bureau, enfin à la chambre de commerce, je vais le dire comme ça. J'ai été sûr, voilà, j'en ai été sûr. Et enfin, entre guillemets, j'ai trouvé que c'était très chaud à la tribune quand même, hein, avec ce que j'ai entendu tout à l'heure. On s'ennuie pas à la tribune. Oui. Et je les attends encore. On a beaucoup de mal, et surtout dans les entreprises à très fort potentiel de croissance. L'IME est partenaire de BPI dans le programme accélérateur PME, nous qui apportons le programme de mentorat. Il y a beaucoup moins de femmes, parce qu'il y a moins de femmes qui sont à la tête. Est-ce que ça doit changer? Bien sûr que ça doit changer. Ça doit changer parce que vous représentez 50% de la population, et que j'ai pas envie, parce que il y a 97% de salles dans la femme, mais si il y avait 70% de femmes dans ma boîte. Non mais quand je dis j'ai pas envie, c'est pas, je vais pas vous faire le truc très facile, d'accord? Je vais vous le dire autrement. Je suis contre les quotas, sauf pour les femmes. Parce que je considère que c'est le seul moyen, dans l'avenir, avec ce que vous mettez en ce moment, que nous les mecs, on ait encore un petit peu de place pour nous dans l'avenir, parce que vous êtes, je crois, c'est pas forcément meilleur, c'est que vous avez un rôle assez différent et tellement complémentaire. Alors bien sûr, il y a des caricatures. Il y a des femmes, vous avez dit tout à l'heure, Valérie, je crois que c'est vous qui l'avez dit, ne jouez pas le rôle des hommes. Hélène Darroze qui évidemment, oui, c'est Hélène Darroze, voilà. Évidemment, d'accord. Mais il y a, et notamment dans le management, il y a des choses, alors généralement, c'est pas au cas individuel, mais il y a un regard, je dis, alors peut-être que ça va pas plaire, ce que je dis, mais dans une famille, ce qu'on reconnaît souvent chez une mère, c'est qu'elle ne laisse personne sur le côté. Il n'y a aucun enfant qu'on laisse sur le côté. Dans le management, on s'occupe de tout le monde. Même des gens qui sont à un moment ou à un autre moins performants. Parce que les mecs ont un peu moins quand même. Je trouve. Donc, les femmes ont leur place, mais je comprends même pas la question. Voilà, c'était là-dessus, je voulais finir. Et comme ça, je me tais. Parce qu'on ne devrait pas se poser la question aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vais donner la parole aujourd'hui. Maintenant, pas aujourd'hui, ça c'est sûr, à Sandrine Franchini-Guichard, puisqu'on parlait de la difficulté d'avoir des femmes entrepreneurs. Sandrine, vous êtes déléguée générale de les pionnières aujourd'hui. Non, les premières, qui ont été les pionnières. J'étais sûre, je me tromperais, ça y est, c'est fait. Tout simplement parce qu'effectivement, vous avez été les premières aujourd'hui. Vous étiez pionnière en 2005 à créer un incubateur pour l'entrepreneuriat au féminin. Ça n'existait pas. Les réseaux se développent depuis 10-15 ans. Mais en tous les cas, vous, avec les premières aujourd'hui, vous avez été les premières à le faire. Et vous allez nous expliquer justement en quoi ça a aidé. Parce qu'aujourd'hui, fort heureusement pour nous, on voit beaucoup plus de femmes entrepreneurs et qui osent. Pas suffisamment, c'est vrai. Mais des réseaux comme les pionnières y contribuent. Oui, effectivement, en 2005, donc l'histoire a commencé avec un premier incubateur pour accompagner les femmes créatrices d'entreprises innovantes. À l'époque, le pari, c'était de dire que l'innovation, la mixité, donner plus de croissance. Et si on accompagnait les femmes avec bienveillance, mais aussi avec une méthodologie d'accompagnement performante, on pouvait les accompagner à créer des entreprises et à augmenter ce chiffre qui, à l'époque, était frôlé les, je pense, 25% dans l'entrepreneuriat classique. Et dans l'innovation, ça devait être autour de 5%.
On espère, effectivement, a fait bouger les lignes. On a été pionnière dans le sens où il y avait peu de dispositifs d'accompagnement à l'époque. Il n'y avait surtout pas du tout d'incubateurs. Il y avait des incubateurs thématiques, mais c'était des incubateurs plutôt technologiques. Et on trouvait très peu de femmes dans ces incubateurs. Après, il y a eu un développement d'incubateurs thématiques et d'incubateurs plus généralistes, mais on était quand même les seuls à pouvoir proposer cet accompagnement. Le mot d'ordre, c'était allez-y, osez, lancez-vous. On va vous accompagner, on va montrer que c'est possible. Non seulement vous allez créer des entreprises, mais aussi des entreprises innovantes avec du potentiel. Les choses ont changé parce que ce mouvement de soutien à l'entrepreneuriat féminin, quand même aujourd'hui, est beaucoup plus fort. Et surtout, on a vu émerger des rôles modèles inspirants qui ont donné cette envie, qui ont accompagné d'autres femmes à se lancer. Aujourd'hui, l'idée, c'est plus l'ambition, c'est un peu aussi l'évolution de notre nom. C'était pas que une logique un peu marketing, mais c'était vraiment le sens un peu de l'histoire. C'est en 2005, on était pionnières et défricheuses. Aujourd'hui, on espère être dans l'écosystème entrepreneurial avec d'autres partenaires, et on est entouré de ceux qui agissent au quotidien pour accompagner les femmes. Mais il y a encore besoin de cet accompagnement pour aider, non plus à oser simplement, mais à oser l'ambition. L'objectif, et Patrice Béguet à côté de moi me rejoindra, c'est croissance et emploi. C'est vraiment dire, ok, on passe le cap, on y va, on se lance, mais on se lance pour créer de la valeur, pour créer une entreprise pérenne, pour créer de l'emploi. Et c'est ce qu'on a, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est avoir un accompagnement individualisé, personnalisé, avec des ateliers collectifs sur tous les aspects business, mais aussi les aspects de développement personnel. On fait de la mise en réseau avec des experts, avec des mentors, avec des financeurs. Et le fil rouge et la valeur ajoutée la plus importante, c'est vraiment l'humain. Dominique l'a dit, c'est accompagner la fondatrice et l'équipe fondatrice aussi bien que le projet. Et on sait très bien que pour qu'un projet d'entreprise réussisse dans la durée, il faut que l'équipe tienne, il faut que l'équipe porte le projet, et c'est l'équipe qui va faire la réussite du projet. Donc c'est vraiment important d'avoir cet accompagnement bienveillant. Mais la bienveillance, ça ne veut pas dire de laisser passer des incohérences, que ce soit des incohérences financières, des incohérences au niveau de la démarche commerciale, par exemple. C'est aussi être exigeant dans l'accompagnement qu'on peut avoir auprès des femmes qu'on accompagne. Oui, vous me et disiez... des équipes mixtes, parce que c'est important d'insister sur le fait qu'il y a beaucoup d'équipes mixtes qui se lancent, et c'est encore plus intéressant, et je pense ça favorise encore plus la performance des entreprises. Vous me disiez d'ailleurs qu'il ne faut pas avoir peur de dire que ça va être dur, que ça va être difficile. Oui. Il ne faut pas rester seul, justement. Il faut se faire accompagner et être aidé. Oui, parce que en fait, nous, on aime bien parler de parcours entrepreneurial. C'est un parcours, c'est souvent un peu les montagnes russes, à la fois émotionnelles et en même temps au niveau du projet. Un jour, voilà, vous allez voir des clients, ça fonctionne, ça roule. La semaine suivante, ou même le jour d'après, ou l'après-midi même, ou le jour même, vous en avez d'autres que vous avez déjà vu 3 fois. Qui vous disent oui, c'est super ce que vous faites, le projet, on adore, mais il ne se passe toujours rien. Et donc, ça peut être très compliqué. Et c'est vrai que c'est voilà, un accompagnement aussi dans la durée, et un accompagnement. Alors nous, on ne parle pas de mentor chez nous, on parle de responsable d'accompagnement avec des gens qui connaissent, enfin, soit ont monté des boîtes ou aussi accompagnent des entrepreneurs depuis de nombreuses années, et qui sont capables de dire un peu la vérité à un moment donné. Quand ça ne fonctionne pas ou quand il y a des difficultés, il faut aussi quelqu'un qui vous dit mais attendez, là ça ne va pas, il faut revoir voilà, votre revenez plus près des clients, refaites votre étude de marché, faut peut-être pivoter, enfin voilà, mais en tout cas il faut avoir ce discours vrai. Ne pas avoir de peur de se cacher la réalité. Alors, une petite anecdote, parce qu'on va quand même en parler, Sandrine, qui va plaire beaucoup à Patrice, et peut-être que BPI soutiendra ce beau projet. Vous avez en face de vous quelqu'un qui va bientôt faire un switch professionnel, comme quoi il faut aller au bout de ses rêves. Sandrine, vous allez quitter tout l'univers des grands groupes pour passer un CAP en pâtisserie et devenir pâtissière très bientôt et monter votre entreprise. Alors, franchement... suivez l'exemple de cette femme inspirante
On reparlera de vous dans quelques mois pour savoir où vous en êtes. Voilà. Laquelle? Ferrandi. Ah, voilà. Ah, vous avez discuté un peu avant. Voilà. J'ai la chance de rejoindre effectivement Ferrandi en janvier. Ouais. C'est une école de la Chambre de commerce de Paris. Ah, bah oui, c'est vrai, pardon. On ne fait pas de pub ce soir pour Ferrandi, mais on le dit quand même. Alors maintenant, je vais donner la parole à Patrice Béguet. Patrice, à l'accompagnement, tu connais par cœur avec BPI. Mais ce soir, tu vas nous parler de l'avenir, de ton programme demain que vous avez lancé à votre grand rassemblement, BIG, en octobre dernier, qui est le plus grand rassemblement des entrepreneurs de France. Tu vas nous parler de demain, tu vas nous parler de la place de la femme dans demain, le programme, la réindustrialisation de la France, ce qu'on appelle aujourd'hui la French Fab. Ok, vous êtes prêts pour 1 heure? Ouais. Moi non. Bon, je sais. Alors, d'abord, moi je crois en un mot qui est important. Corinne, Sandrine, Dominique, vous êtes 3 volontaires. Et la volonté, c'est ce qui nous rassemble. Ici, l'envie, c'est ce qui nous réunit, ce qui nous unit. La force également de gens qui organisent ce type d'événement. Je tenais à le mentionner dès le début, parce que Jean-Christophe Tortora, qui est le président de la Tribune, a eu la force, l'intelligence de rassembler autour de lui 2 personnes formidables, que sont Delphine Chen et Azilis de Verinas, et sur l'ensemble du territoire national, d'avoir à Toulouse Madame Dominguez, d'avoir à Marseille Madame Bottero, patronne de ces supports exceptionnels que sont la Tribune pour vous, mesdames. Et ça, je vous quitte. Rester 2 places pour les mecs, c'est exactement ça. C'est ça. Et pour ça, ben, écoute, chez nous, par exemple, à la communication de BPI France, il y a, je crois, un mec dans la salle de chez nous, qui doit être Fred. Et là, vous avez toute l'équipe de la communication de BPI France, que je vous demande d'applaudir également, qui font un travail remarquable. Comme tu dis, mon cher Dominique, je vous kiffe grave. Donc, accélérer l'entrepreneuriat au féminin. Nous, on disait souvent, il y a 2-3 ans, il n'y a pas assez de femmes et pas assez de jeunes. Alors, demain, c'est quoi? Demain, quand on est BPI France, on se doit de dire, on se doit de transmettre. On connaît beaucoup de choses. On doit faire l'effort de voir et de dire ce que nous voyons. Et donc, c'est un programme de réflexion. Je ne sais pas si vous avez la carte. En tout cas, vous avez la carte. Normalement, dépliez-la, allez-y, rassurez-vous, il n'y a rien de grave. Et vous allez voir dans cette carte-là, ah ben super, plus besoin de la déplier, viens, tiens, on tient ensemble. Les grands sujets qui sont bâtir les territoires de demain, voilà, répondre à l'épanouissement de l'individu, et ça c'est clé chez vous, mesdames et messieurs. Donc repenser en fait le plus beau pays du monde, qui est le nôtre, qui est la France. Donc c'est beaucoup de chance de savoir où on va collectivement. C'est les grands enjeux du monde de demain. Hein, et ça a été un projet porté par les femmes et les hommes de BPI France. Je rappelle, chez nous, c'est plus de 60% de femmes. Donc des groupes de travail, des matrices formidables. Et ça, c'est un vrai enjeu, en fait, pour ça. Alors, quand on veut parler de... Deuxième question, c'était réindustrialisation. On va vous parler de French Fab. Vous connaissez le coq rouge, celui de la French Tech. Eh bien, vous allez adorer le bleu, celui de la French Fab. La French Fab, c'est quoi? C'est le nouveau nom en France et à l'international de l'industrie française. L'industrie française, pour ceux qui ont connu dans les années 70 et 80, c'était le fleuron de la France. C'est exceptionnel. Et moi, je crois à l'industrie. Nicolas Dufourcq croit à l'industrie. Le président de la République croit à l'industrie. Les ministres croient à l'industrie. Les Français croient en leur pays, croient à l'industrie. Donc, cette industrie, ça représente 10% du produit intérieur brut. C'est plus de 235 000 entreprises dans tous nos territoires. C'est 2 700 000 personnes qu'on peut doubler rapidement. Et c'est surtout THE solution. La solution à quoi? La solution, 1, pour résorber le déficit du commerce extérieur français. 2, pour résoudre ce fléau qui est le chômage dans les territoires. Et 3, pour anéantir le cancer des jeunes qui est le chômage chez les jeunes. Donc aujourd'hui, vous avez dans la French Fab
une chance exceptionnelle pour redynamiser le pays avec l'industrie. Et moi, on parle qu'il y a, ah voilà, vous l'avez déjà mis, qu'il n'y a pas assez de femmes et pas assez d'hommes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler, parce que je pourrais vous parler longtemps, mais d'exemples. Je serai là pour t'arrêter. Mais je sais, mais d'exemples. Là, tu ne peux pas m'arrêter. D'abord, en Nouvelle-Aquitaine, Amélia Festa. C'est une PDG excessivement discrète qu'on connaît bien, c'est ma région, de Nani Industries, qui construit les moteurs de bateaux. Aline Gutt, la gérante engagée forestière en Guyane, en Occitanie, très chère à mon amie Christine, qui est montée sur scène. Agnès Julien, entrepreneuse de caractère et présidente de Technelium. Marie-Laurence Morat, qui est une présidente audacieuse. Vous en buvez de son eau. L'eau Orezza, c'est la meilleure. Elle vient de Corse. En Bretagne, Clémentine Gallet, que j'appelle la charmeuse de robots, qui est présidente de Coriolis Composite. Samantha Mann, en PACA, tout ce qui touche autour des matières premières, les arômes, etc. En Normandie, Valérie Le Guibert, qui gère l'héritage familial et qui aujourd'hui fait un travail formidable en hommage à son grand-père, à son père. En Bretagne, à nouveau, Estelle Lepape, pareil, une société familiale qui avait été créée en 85 avec son père Philippe. Vous voyez, ça s'appelle la transmission. Et ces jeunes-là, c'est formidable de pouvoir avoir des femmes comme ça dans les territoires jeunes. Ou Sylvie Cazenave-Père dans les Pays de la Loire. Dans les Pays de la Loire, Sylvine Bourdon. Vous les voyez toutes, ces femmes-là. Je demanderai une seule chose, c'est que les hommes qui sont là, tu disais tout à l'heure en minorité, se lèvent. Donc toi les premiers, vous levez. Voilà, vous levez. Vous éclairez la salle, parce qu'il faut les voir. Ils ne sont pas nombreux, hein. Donc, vous éclairez la salle. Si, il y en a quelques-uns. Non. Attendez, deux choses. Et je demande à ces hommes d'applaudir ces femmes. Maintenant, mesdames, vous pouvez applaudir ces hommes, si vous voulez. Ah, tu m'avais prévenu qu'on ne s'ennuierait pas avec toi. Je suis ravie. En plus, tu as présenté toutes les femmes de région. Nous, ça nous est très cher, puisqu'on est présent sur tous les territoires, la tribune. Et tu l'as répété tout à l'heure. C'est vrai que dans les régions, ce sont des femmes qui gèrent la tribune. Alors, avant de monter aussi sur scène, parce qu'on c'est toujours plein de surprises avec Patrice, tu m'as dit, j'ai un invité surprise, Valérie, pour toi. Tu es venue avec un livre, d'ailleurs, que tu as posé délicatement sur ta petite table. Et ben, écoutez, on va accueillir l'invité surprise de Patrice. Je te laisse. Alors, elle est plus surprise. Je ne sais pas qui c'est encore. Donc, je vais faire ma Valérie. C'est-à-dire, je vais prendre ma fiche voilà. avec mon servir l'avenir. Et en vous disant ce mot-là, servir l'avenir, c'est notre baseline. Et notre baseline, c'est vous, mesdames. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure, Dominique, je ne comprends pas la question. Je vais continuer en disant c'est une évidence. Moi, je peux vous le dire parce que je le pratique tous les jours. Les femmes qui nous entourent, nous, les quelques messieurs de la communication et d'excellence, c'est une chance profonde. Et donc, je voulais vous présenter une chance nouvelle. Alors, vous présenter, parce qu'on a toujours l'habitude de reciter les mêmes. C'est permanent. Donc c'est formidable qu'il y ait des nouvelles qui arrivent. Personnes qui se jettent, comme Myriam Maestroni, qui se jette dans l'entrepreneuriat, qui a un poste très paisible, patronne de Primagaz, et qui dit « je vais créer ma boîte ». Vous la verrez tout à l'heure. C'est très facile aussi de se dire « je vais monter un réseau de femmes ». On le dit, c'est très facile. À le faire, c'est beaucoup plus compliqué. Et je félicite Marie-Éloi, qui, de sa Bretagne, maintenant, fait un travail remarquable avec Bouge ta boîte, et vous fait toutes bouger. Et puis, je vais vous citer une autre femme que vous ne connaissez pas encore, et pourtant, à partir de maintenant, vous allez bien la connaître. Je vous demande d'accueillir Sandrine Gentil. Envie de vous rencontrer, c'était la surprise. Alors je vais laisser Patrice vous présenter. Enfin, moi j'ai eu le livre en main. Je crois que vous avez changé de vie à un moment donné, Sandrine. C'est écrit le jour où j'ai choisi ma nouvelle vie. Alors Sandrine, moi je l'ai connue dans la production audiovisuelle. Elle produisait plein d'émissions, très beau job, très gros salaire. Et un jour, elle a décidé de monter sur la table, monter sur scène, partir thorax devant et créer quelque chose de nouveau, se réinventer.
Mais pourquoi ça au même moment où plein de gens... Il y a combien de femmes d'ailleurs qui sont ici entrepreneurs, c'est-à-dire qui ont quitté le monde du salariat? Combien? Waouh! Belle progression par rapport à l'année dernière. Waouh, ça c'est un plaisir. Pourquoi tu as fait ça et comment? Merci Patrice. Ma vie a volé en éclats quand j'ai eu un petit bébé il y a 3 ans. Et c'était pourtant une très heureuse nouvelle. Et puis, il y a eu la réalité de la vie au quotidien et cette fameuse conjugaison vie pro, vie perso. Et c'est cette question-là qui a tout fait voler en éclats. J'aimais passionnément mon métier, j'étais productrice d'émissions télé. Et en fait, j'ai entendu une phrase récurrente qui était de la part de mes collaboratrices, collaborateurs, mais t'inquiète pas, ta vie, elle va pas changer. C'est pas parce que tu as eu un enfant à 36 ans que ta vie va changer. En fait, tu l'as fait garder en journée à la crèche, ensuite tu payes une babysitter le soir, puis une fille au père s'il y a besoin. Et c'est vrai qu'en télé, on gagne très bien sa vie. Mais d'un seul coup, je me suis dit, il est où le sens de tout ça? Pourquoi? En fait, ça sert à quoi? Et puis, on a beaucoup parlé finalement de transmission. C'était ça, j'avais un tout petit bébé devant moi, et je me suis dit, OK, j'ai 36 ans, pendant 15 ans, j'ai tout consacré, tout donné à mon métier, c'était mon engagement. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix d'avoir aussi un enfant. Et donc, mon engagement, il est là aussi. Je ne peux pas faire comme si ma vie n'allait pas changer. Elle a changé parce que j'ai fait un choix. Et à partir de là, la plus grande problématique à laquelle je me suis confrontée, c'est la question de la flexibilité. Je ne voulais pas travailler moins, je voulais travailler différemment. Et là, dans le cadre dans lequel j'étais, professionnellement parlant, cela m'était tout simplement impossible. Donc, je me suis lancée. Et je vais te poser une question assez simple. C'est formidable, hein? Donc, quand on dit « on ne peut pas », moi je réponds à la question « création, génération, même pas peur ». Donc, on va lancer ça ce soir. Tu en es la présidente et voilà. Et alors, comme tu aimes partager, comme tu aimes la transversalité, et d'ailleurs j'aime beaucoup dire 3 mots d'ailleurs qui sont importants. Quand vous, mesdames, vous êtes de plus en plus nombreuses à lever la main, c'est formidable parce que c'est vous qui allez créer les emplois. C'est vous qui allez faire la croissance. C'est de se dire, vous êtes plus libre. Gardez cette liberté. 2, vous venez de démontrer que par rapport aux hommes, même qui arrivent en retard, il y a cette égalité. Mais c'est vrai que Montpellier est loin. Il y a cette égalité. Et toujours ayez cette volonté. Volonté, j'écrirai ton nom partout. Et volonté, tu as eu la volonté d'écrire un bouquin pour transmettre. Raconte-nous. Oui, c'est très juste. En fait, quand j'ai voulu entreprendre, je l'ai déjà annoncé à mon mari. Et sa première réaction a été un non assez foudroyant et radical. Donc je lui en ai beaucoup voulu pendant quelques jours. Et puis j'ai réalisé qu'il avait quand même raison. Le non provenait d'une réalité très concrète. Pour entreprendre, il faut déjà avoir un projet. Je n'en avais pas. Donc, je me suis attelée à trouver un projet. C'était quand même mieux. Ça m'a quand même pris à peu près entre 10 à 12 mois pour trouver un projet, parce que je ne voulais pas devenir consultante dans mon domaine professionnel. Je voulais vraiment devenir entrepreneur. C'était devenu mon rêve, mon obsession. J'avais l'impression que c'était l'Eldorado, la seule façon que j'allais pouvoir m'en sortir. Et puis justement, en écumant les salons pour les entrepreneurs, j'ai réalisé que déjà les salons n'existent que dans quelques villes de France, donc c'est précieux, mais tout le monde n'y a pas accès, et que venant du monde des médias, j'avais un outil entre les mains qui était le décryptage pour communiquer différemment, parce qu'il y a une théorie qui est aussi pas toujours accessible de prime abord quand on est seul et qu'on essaie de se lancer dans un univers professionnel que l'on ne connaît pas, parce que l'entrepreneuriat est un univers professionnel à part entière. Et au-delà de décrypter, je savais aussi mettre en lumière les personnes qui, elles, connaissaient, avaient l'information et surtout l'expérience. Et qu'en fait, à partir de là, je voulais pouvoir partager pour les femmes l'expérience d'autres femmes et transmettre. Et j'ai fondé à ce moment-là mon média, Elle se réalise, qui agit à 3 niveaux, le digital, l'événementiel et très prochainement la production télé. Et un éditeur en a entendu parler. J'étais en train de préparer la 3e édition, Elle se réalise, et il est venu à moi et il m'a dit, voilà, ce que vous faites pour les femmes sur la scène, de mettre en lumière d'autres femmes et de permettre à des femmes de toutes les cases qui ne se seraient jamais rencontrées sinon dans la vie, de recevoir ce partage d'informations et de recevoir cette transmission. Pourriez-vous le partager en laissant une trace, c'est-à-dire en écrivant un livre? Et c'était à ce moment-là de vraiment... L'enjeu était de transmettre
le plus sincèrement et avec le plus d'authenticité possible la vraie vie de ce que l'on vit quand on se lance, quand on quitte les sentiers, on sort des sentiers battus et on se retrouve complètement perdu vis-à-vis de soi-même. On n'a plus ses repères. La famille, il y a des répercussions énormes, familiales, sociales, financières, évidemment. Et c'est l'enjeu de ce livre, de pouvoir transmettre ce qu'est la vraie vie. Merci beaucoup, Sandrine. On vous écouterait des heures, mais malheureusement, merci Patrice. De passer à la suite. Je vous l'ai promis, mais 10 secondes, Dominique. Merci Valérie. Ah ben non, mais on va pas donner 10 Merci secondes Valérie. à tout le monde. On va passer la nuit ici. Pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait changement partout. Alors oui, les jeunes entrepreneuses, j'ai vu plein de mains se lever. C'est ce qu'on vit au MoveJ, il y en a de plus en plus. Mais également dans les organisations et dans les institutions. Et je voudrais juste apporter un petit exemple. 10 secondes. La Chambre de commerce de Paris, que j'ai l'honneur de présider, a 58 membres, élus par les entreprises. 29 femmes, 29 hommes. J'ai un bureau avec des vice-présidents, des vice-présidentes. Il y a 5 femmes, 5 hommes. Et j'ai réussi à avoir sur cette liste également 5 jeunes entrepreneurs de moins de 5 ans. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de chambres de commerce en France à peu près comme ça. C'est ce que je souhaitais, c'était une question de volonté. Donc je te remercie pour ce que tu as dit sur la volonté. Et bravo à vous. Allez, c'est vous. 10 petites secondes pour Corinne. Alors, et ensuite on se quitte. Je ne peux qu'applaudir sur le projet, mais j'ai quand même une remarque. Si les femmes se sentent obligées de partir quand elles ont des enfants, c'est parce que les organisations sont, excusez-moi, mais managées par des hommes pour des hommes, pas contre les femmes. Je considère personnellement que 90% des urgences à 18h ne sont pas de vraies urgences. Il y en a de temps en temps, il ne faut pas dire le contraire. Mais on peut très bien manager les entreprises de manière différente, de façon à ce que les femmes n'aient pas envie de partir quand elles ont des enfants. Voilà. Bravo. Alors là, merci de terminer la table ronde. Je vous invite à rejoindre vos classes. Je vais en profiter. Je vais en profiter en marchant. En marche. Non, vous me laissez le micro. La personne la plus importante en ce moment qui m'aide à travailler, oui, c'est la personne qui gère tous mes agendas. Elle ne fait pas que ça, elle fait plein d'autres choses. Et elle m'a annoncé, mais elle était un peu gênée, très gênée. Elle m'a annoncé qu'elle allait avoir un enfant. Elle a 26-27 ans. Et donc elle se sentait coupable. Et je lui ai dit, je te rappelle que j'ai 3 enfants. Donc heureusement que tu fais les enfants. Donc tu vas partir, tu vas bien bosser avant, tu vas être absente pendant un petit moment et tu vas revenir. Bon, merci beaucoup Dominique, merci.